Can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. There's a time for everyone if they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors when the heart of this star-crossed voyager beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Salut à tous, alors là l'intro a été plutôt longue, mais je voulais absolument vous donner un échantillon de toutes les magnifiques choses que j'ai pu voir dans mon jardin ou dans ma forêt avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Quand on veut vivre à la campagne, avoir un jardin naturel, en permaculture ou tout autre mode de culture qui se veut respectueux de la biodiversité, vous allez être face à une multitude d'espèces. Et il faut apprendre un petit peu à les connaître quand même pour savoir leurs besoins, les avantages et les inconvénients pour vous qui vont comporter, pour apprendre à vivre avec. Et il faudra parfois favoriser leur présence et parfois essayer de favoriser leurs prédateurs si vous voulez pas trop parce qu'ils vont vous porter préjudice. L'impact d'un jardin de 1000 à 2000 m² sur les espèces présentes est non négligeable et chaque action que vous allez faire, ça va avoir des conséquences. Un des reproches que je peux faire à certains conseils dans les bouquins de permaculture un petit peu pour débutants, on va dire, c'est de pas assez expliquer et explorer le concept de biodiversité. Si on résume les livres simplistes, ils vont vous dire de mettre un hôtel à insectes, un tas de bois pour le hérisson et des nids pour les oiseaux. Et que grâce à ça, vos fleurs vont être pollinisées, vous aurez plus de limaces et plus de chenilles. En fait, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Et surtout, il va falloir un petit peu de temps pour que tout ça se mette en place. Plusieurs années. Surtout si vous arrivez dans une zone qui ne favorisait pas la biodiversité au départ et qui est loin des corridors écologiques. Ceux qui sont vraiment en pleine ville et qui autour n'ont aucun voisin avec un jardin, ça va être très très compliqué d'atteindre un équilibre. Alors, pour vous donner un petit ordre d'idée, nous, sur l'installation de plusieurs espèces, par exemple, il a fallu la présence pendant 3 ans de petits fruits type framboise, cynorrhodon, groseillier, épine vinette, pour voir un couple de merles s'installer. Pourtant, je suis en pure campagne, donc on aurait pu penser qu'il y en avait déjà plein la forêt, et ben pas forcément. De même, on avait déjà des bergeronnettes à tête grise,
Mais c'est que 3 ans après l'installation de la marque qu'on a vu apparaître la bergeronnette des ruisseaux, qui elle a tout le dessous de couleur jaune, donc elle est bien différente. Donc ce qu'il faut bien saisir, c'est que chaque animal ou insecte va être inféodé à un milieu, et plus votre lieu va regrouper de biotopes différents, des microclimats différents, plus votre biodiversité elle va être riche. On parle souvent de zones humides dans les livres de perma, de haies, mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple des espèces qui vont être souvent dans les fermes, comme les moineaux, parce qu'ils sont assez opportunistes, donc ils se servent du grain à disposition. Il y en a qui ont besoin de l'élevage aussi, par exemple, des zones humides qui sont très chargées en nitrates. C'est le cas par exemple d'un cirfe, l'éristal, qui pond que dans les zones de lisier. Si vous voulez avoir des cerfs ou des chevreuils, il faut qu'il y ait des zones de pâturage. Donc tout ça aussi, c'est lié à l'élevage. Si les zones étaient plus fermées, ils auraient moins d'herbes, donc il y aurait beaucoup moins de grands herbivores. Ils ont besoin de la forêt pour se cacher, mais ils ont aussi besoin de clairières et de prés pour se nourrir. Il y a aussi des oiseaux qui préfèrent une prairie à herbes courtes et bien dégagées. Donc voilà, les espaces en friche totale, très envahis, seront pas du tout adaptés à ces oiseaux-là. Il en faut vraiment pour tous les goûts, des zones plus libres, mais aussi des zones plus sèches, plus maigres, ou des zones pâturées ou tondues, des zones minérales, pour tout ce qui est reptiles surtout, il y a certains petits insectes aussi, des arbres morts, il faut vraiment de tout. Il y a des animaux qui ont besoin aussi de vieux bâtiments, plein de trous, des bâtiments qui sont hauts, parce qu'il n'y a pas toujours des falaises partout, comme par exemple les martinets. Ils ont vraiment besoin de beaucoup de hauteur. Nous, ils nichent sur la partie la plus haute de la maison. Moi, quand j'ai refait faire les façades, j'ai dit aux maçons de laisser quelques trous par-ci par-là, à des endroits où ça gênait pas, pour que ceux qui nichaient là puissent continuer de le faire, parce qu'il y avait déjà énormément d'oiseaux et d'animaux qui se servaient de la maison comme abri, et je voulais pas, par ma faute en fait, détruire tout ça, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc on a quand même rajouté un nichoir à chauves-souris sur la façade en plus, au cas où la réfection de la façade leur laissait un peu moins de place qu'avant, mais globalement la maison en elle-même, on l'a laissée avec les endroits où il y avait des nichés, on a vraiment laissé tel quel, parce que c'était un vrai accueil pour beaucoup d'espèces. On a une chouette hulotte qui niche chaque année dans le grenier. D'ailleurs, faut faire attention parce que souvent elle tombe dans la cheminée, donc on vérifie souvent. On a eu le cas au moins 2 ou 3 fois de bébés chouettes. Il y a aussi les chauves-souris qui sont dans le nichoir et aussi derrière les volets, des moineaux, des martinets, des hirondelles et des bergeronnettes. Il y a vraiment tout qui viennent sous la toiture ou dans les petits trous des pierres. Donc tout ça vraiment rien que sur la maison, et les maçons ont aussi retrouvé un cadavre de couleuvre verte dans les pierres. Donc les couleuvres, elles peuvent aussi monter sur les murs des maisons et s'abriter au sein des pierres. On a aussi beaucoup de lézards verts et des lézards des murailles parce que y a beaucoup de pierres et de zones avec des petits murets, Donc tous ces animaux, moi, ils me dérangent pas du tout en fait. Par exemple, les couleuvres, elles sont tuées par beaucoup de gens par ignorance, parce qu'ils les confondent avec les vipères. Pourtant, elles participent vraiment à réguler certaines espèces qui peuvent faire des dégâts au potager de fou, genre les rongeurs par exemple. Moi, dans mon potager, j'ai fait une sorte de petite niche en pierre en fait, qui est en plein milieu des framboisiers. À la base, je m'étais dit que c'était surtout pour le hérisson. Sauf qu'en fait, c'est la couleuvre verte qui a décidé d'y vivre et elle mange beaucoup de petits rongeurs. Donc comme moi, c'est un petit problème que je commence à avoir, moi, ça me va en fait. Je favorise du coup tout ce qui va être pierre, petit tas de pierres dans le potager parce que ça va permettre de les accueillir. Au début, bien sûr, on voit un serpent, on a le réflexe d'avoir peur. Mais en fait, après, en cherchant, on va chercher sur Internet ou dans des livres pour l'identifier. On constate qu'elle est inoffensive et puis après, quand on la recroise, on la connaît, donc on la reconnaît et on n'a plus du tout en fait cette appréhension. On sait qu'elle est là pour au final nous apporter un intérêt. Donc la cohabitation, elle se fait très paisiblement et il n'y a pas de souci. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment connaître les espèces pour les tolérer. C'est pareil, il y a beaucoup de gens qui ont peur de tous les insectes qui sont rayés, jaunes et noirs, ça pique et tout. Moi, je me suis jamais fait piquer. Les guêpes, elles ont pas que ça à faire de vous piquer si vous les embêtez pas. Les frelons non plus. Il faut juste pas aller gratter dans leur nid, Donc moi, ça me pose pas du tout de problème, mis à part le frelon asiatique parce que c'est une espèce invasive qui s'attaque aux abeilles. Mais les autres hyménoptères ne me dérangent pas forcément. Il y a aussi énormément de cirfes qui ont ce modèle
motifs rayés et qui sont totalement inoffensifs, qui vont manger des pucerons, qui vont polliniser plein de choses. Donc en fait, c'est vraiment dommage par l'ignorance de faire plein de bêtises. Il y a des gens, ils se baladent l'été avec leur tapette à mouches, que dès qu'ils pique-niquent ou qu'ils mangent dehors, paf, 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 ils tuent tout ce qui s'approche. Non, en fait. Parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément préjudiciables pour vous. Pour chaque animal ou insecte qui va vous apporter un préjudice pour vos cultures ou autres, il faut pas compter que sur un seul prédateur, mais vraiment essayer de tous les privilégier. Donc moi, dès que j'ai un problème avec n'importe quoi, j'avais eu les altices, j'avais eu les pucerons. À chaque fois, en fait, je cherche, je vais maintenant sur Wikipédia, vous avez tout. Vous tapez le nom du truc que vous avez en trop dans votre jardin, qui vous porte vraiment préjudice. Vous allez sur Wikipédia, vous regardez c'est quoi ces prédateurs. Ensuite, moi, je vais sur chaque prédateur et je regarde qu'est-ce qu'il a besoin pour s'abriter, pour manger, etc. Et je favorise tout ça. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de souci contre la souris. Moi, j'ai ma chienne qui chasse, j'ai les couleuvres, j'ai le chat du voisin, j'ai la chouette. Contre les limaces, j'ai le hérisson, j'ai le crapaud, j'ai les carabes, j'ai les canards coureurs indiens qui sont juste à côté du potager. Donc voilà, j'ai pas de soucis pour l'instant pour gérer tout ça parce que à chaque fois que j'ai un problème, je riposte en favorisant les autres. Au niveau des espèces de plantes, c'est aussi important d'en planter de toutes les sortes. Je vous avais déjà montré quelques papillons de mon jardin dans certains vlogs. Ils ont vraiment des plantes hautes, parfois qui sont très restreintes. S'il n'y a pas cette plante dans votre jardin, alors il n'y aura pas ce papillon. On pourrait penser que le nombre d'animaux sauvages est très très important en zone où il n'y a pas d'humains, par exemple en forêt, et qui serait moins important dans les zones de fréquentation humaine. En fait, c'est pas du tout ce que j'ai constaté. J'ai passé quand même un temps assez important à observer parce que j'aime ça, tout simplement. J'ai pas de télé, donc moi je regarde ce qui se passe dans mon jardin, dans ma forêt, et je trouve qu'il y a beaucoup moins d'animaux dans ma forêt que dans mon jardin. J'ai l'impression en fait que les animaux se passent le mot pour se dire qu'ici il fait bon vivre, qu'il y a des ressources, qu'il y a des choses qui ont été faites pour eux. J'ai vraiment été très surprise, par exemple, quand j'installe des nids, des abreuvoirs, des mangeoires, elles sont tout de suite fréquentées. Je me souviens une fois, j'étais partie en vacances à la mer, j'avais ramené un petit nid à mésanges blancs. On est arrivé peut-être à 5 heures, je le pose à côté de mon portail et même pas un quart d'heure après, il y avait déjà une mésange qui allait voir en fait dedans, quoi. Et je trouve ça fou, quoi. Donc je me fais peut-être aussi des idées, mais par exemple là, j'ai pas encore mis les graines dans les mangeoires pour oiseaux sauvages et j'ai un rouge-queue et un rouge-gorge qui viennent en fait aux fenêtres là devant mon salon, comme s'ils voulaient dire vas-y, mais les graines, on a faim, on t'attend. Voilà. Et il y a plein de petites choses comme ça que j'ai constatées. On a aussi récupéré une fois une calopsite qui a dû s'échapper de chez ses propriétaires. On est quand même dans une zone qui est assez isolée dans la campagne. Mes voisins, c'est ma famille et c'était pas eux qui avaient la calopsite, donc elle venait de plusieurs kilomètres. Et du coup, elle a décidé de venir dans mon jardin plutôt qu'ailleurs, quoi. Elle aurait pu aller dans la forêt ou quoi, mais non, elle est venue ici. Je suis vraiment persuadée, en fait, que tout ce qu'on va mettre en place dans son jardin peut avoir un gros impact sur la biodiversité qui nous entoure et l'augmenter. Et donc, on va gérer plus facilement cet équilibre qui est tant prôné dans la permaculture. Donc, pour l'instant, le seul souci que j'arrive pas encore à vraiment bien gérer, c'est les prédateurs contre mes volailles. Mais je me dis, au bout d'un moment, je vais peut-être trouver une solution. Là, on a eu une fouine et une buse qui nous a bien eu, mais bon, c'est pas non plus une catastrophe, C'était genre quelques individus qui ont été mangés, quoi. Donc pour l'instant, il n'y a que le renard avec qui on entretient des rapports, on va dire, amicaux, parce qu'il n'a rien fait. On sait qu'il est là, mais il se contente des fruits. Par exemple, au-dessus de l'enclos des canards, il y a un sureau. On sait qu'il est venu parce qu'on a trouvé des excréments de renard sur le toit de l'enclos des canards. En fait, il a mangé les baies de sureau, mais il n'a pas touché aux canards. Donc peut-être que l'équilibre, en fait, c'est que le renard, il ait des baies en permanence pour s'occuper et pour manger. Et du coup, peut-être qu'il laissera tranquille un petit peu les volailles. J'ai vraiment constaté une augmentation du nombre d'individus et d'espèces. En 4 ans seulement qu'on est là. Même ma grand-mère, elle est là depuis 70 ans et elle m'a dit qu'il y a plein d'oiseaux qu'elle avait jamais vus. Ici, par exemple, on a eu des huppes faciées, on a eu des rouges-queues à tête blanche, des bergeronnets des ruisseaux, alors qu'avant, il n'y en avait pas, quoi. Les infrastructures comme les nids et les mangeoires, elles ont surtout fidélisé des mésanges, des rouges-gorges, des pinsons qui avaient déjà, en fait, mais elle les a
rapatrié, on va dire, dans mon jardin, mais il passait déjà avant. Mais par contre, les arbres, les arbustes, tout ce qui va avoir des petits fruits, la mare, c'est vraiment ce qui a amené le plus de biodiversité. Il y a énormément d'oiseaux qui se servent de la mare comme abreuvoir. En plus, on a mis beaucoup de pierres autour, donc ils peuvent se poser sur les pierres et boire tranquillement. Il y a aussi pas mal d'insectes qui vont se poser en fait sur les nénuphars et qui s'en servent de flotteurs pour avoir accès à l'eau sans se noyer. Donc ça, vraiment, il va vous falloir un point d'eau si vous voulez favoriser tout ça. Là, je suis en train de vous préparer aussi la vidéo sur ma gestion forestière. Je vous montrerai les différents milieux que j'ai essayé de faire afin de diversifier les biotopes au maximum. Donc tout ça pour vous dire en fait que ce fameux équilibre permaculturel, il s'obtient pas si rapidement et si facilement. Il faut vraiment prendre le temps de se pencher sur chaque espèce et d'essayer en fait de créer un milieu qui va séduire ces espèces. Où dort cet animal ? Qu'a-t-il besoin de manger, de boire ? Qu'a-t-il besoin pour se reproduire, pour se sentir protégé ? Le premier qui passe par là, il va rester en fait. Ils font énormément de mouvements en fait. Et dès qu'ils vont voir qu'il y a le truc qu'il leur faut dans un endroit, ils vont y rester. Mais il y a énormément de passages sur une journée. Il faut voir son jardin en fait comme une sorte d'entonnoir à biodiversité. Moi, à chaque fois que j'ai eu des petits soucis au potager, d'invasion de quelque chose, etc., ça a toujours été régulé. Et j'en ai plus jamais eu d'autres les autres années. En tout cas, assez pour que je les remarque. Pourtant, chaque année, j'avais droit à quelque chose. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir en fait, parce que tous les jours, il y a du mouvement, il y a des naissances, il y a des chants d'oiseaux de toutes sortes. Il y a aussi des cohabitations d'espèces. Par exemple, les pies, elles se posent sur mes moutons et elles leur fouillent les poils. Ça, je trouve ça fou. Voilà, et ça coûte pas grand-chose en fait tout ça de laisser leur place à tous ces animaux. Parfois c'est juste laisser pousser telle plante, laisser un petit trou dans le mur et ensuite ils pourront tous évoluer dans le milieu qui leur est le plus adapté. Donc il faut en mettre de toutes les sortes. Donc je voudrais quand même mettre quelques petites limites à tout ça. C'est aussi important de pas trop introduire d'éléments perturbateurs. Par exemple, si vous avez 2-3 chats et que vos voisins ils en ont aussi, vous allez avoir un impact fort sur les oiseaux. Si vous vous mettez à couper tous vos orties, à ras les pâquerettes en permanence, parce que ça fait sale, ça fait pas propre, et vous allez avoir un gros impact aussi sur énormément de papillons parce que l'ortie, c'est une des plantes hôtes qui va accueillir le plus d'espèces. Je vous dis pas de tout laisser en friche, mais laisser quand même quelques zones par-ci par-là, évoluer comme elles le veulent. Ça peut vraiment être intelligent et pertinent pour faire ce grand équilibre qui va faire en fait tampon dans votre jardin contre toutes les invasions néfastes pour vos cultures ou pour vos animaux. Plus votre jardin sera complexe en termes de biodiversité, plus il sera résilient. L'idée, c'est que chaque prédateur, il ait vraiment plusieurs proies et que chaque proie ait plusieurs prédateurs. S'il y a un souci dans l'équation, il sera compensé. Par exemple, nous, on avait beaucoup de lapins de Garenne. Ils ont eu une maladie là depuis 1 an et demi, on n'en a plus. Et comme par hasard, on a beaucoup de prédateurs qui se sont rapprochés et qui se sont rapprochés de la maison, qui ont été attirés par mon entonnoir de biodiversité et elles ont été prendre les volailles. Donc il y a eu le coup de la fouine et là on a eu récemment une buse qui nous a pris aussi un poulet. Et le renard, il s'est aussi aventuré dans le jardin pour manger le sureau, puisqu'on a trouvé sa crotte. Donc, c'est peut-être aussi que tous ces prédateurs sont venus là parce qu'il y avait moins de petits lapros à grignoter autour. Donc, toute cette biodiversité, c'est quand même fragile. Et c'est bien plus qu'un simple hôtel à insectes. Et je pense qu'il faut que chacun en prenne conscience et réfléchisse au problème. Voilà, alors j'espère que toutes les belles images que je vous ai montrées vous aura donné un petit peu envie de favoriser toute cette petite biodiversité parce que je vous assure qu'au quotidien, c'est incroyable, c'est un réel plaisir de voir ça. Et moi, s'il faisait beau tout le temps, je serais tout le temps dehors en train de regarder ça. Il y a toujours quelque chose à regarder, à observer et à apprendre surtout parce qu'à chaque fois que vous voyez un nouvel insecte, un nouvel oiseau, il faut chercher son nom et ce qu'il fait et sa petite vie et parce que c'est super intéressant et que vous allez pouvoir vraiment améliorer les choses parce que si vous en voyez un passer et que vous vous dites tiens je l'ai vu aujourd'hui, je cherche et je vais mettre dans mon jardin des trucs qui lui plaisent, et si vous faites ça, après il va rester dans votre jardin et vous pourrez le voir
tous les jours. Et ça, je trouve que c'est super. Donc voilà, si vous aussi, vous avez mis en place des petites choses dans votre jardin, dans votre forêt, sur votre balcon, n'importe où, et que vous avez vu des animaux venir sur vos infrastructures, sur les plantes que vous avez mis exprès pour eux, mettez-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse, parce que peut-être qu'il y aura des plantes que j'ai pas eu l'idée d'essayer et qui attirent certaines petites choses que j'aurais bien aimé avoir dans mon jardin. Donc je vous laisse participer tout ça à cette grande chaîne de biodiversité. Et voilà, allez, ciao!